Bonjour, Paul, Constantin et moi-même, nous tenons d'abord à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos. Et comme promis, parce que plusieurs internautes l'ont demandé et parce que c'est un sujet qui me passionne, je vais vous parler du secret défense. Alors c'est un sujet très vaste, je vais essayer de faire le plus simple possible, le moins juridique possible, et vous allez voir que les relations entre la justice et le secret défense ne sont pas simples du tout. Il faut bien commencer par la définition tout de même du secret défense, sans faire de cours de droit, mais bon, peuvent être classifiés au titre du secret défense afin de restreindre leur diffusion ou accès des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, fichiers, dont la divulgation ou auquel l'accès serait de nature à nuire à la défense nationale. Donc, la plupart du temps, 90% du temps, ce sont des documents, et ces documents contiennent des informations, et on estime que ça pourrait nuire à la défense nationale. Alors si ça peut simplement nuire, ils vont être classifiés confidentiels défense. On va leur mettre un gros coup de tampon rouge, confidentiel défense. Si c'est susceptible de nuire gravement, on va leur mettre un tampon rouge, secret défense. Si c'est susceptible de nuire très gravement, on va leur mettre un tampon rouge, très secret défense. Il y a une dernière catégorie, ce qu'on appelle le spécial France, c'est quand les informations ne doivent surtout pas être communiquées à un État ou une autorité étrangère. Une réforme prévoit à partir du 1er juillet 2020 de changer un peu ces catégories, puisqu'il n'y aurait plus que secret, très secret et X secret. Alors X secret, apparemment, à part les morts, je ne vois pas qui trop aurait accès à cette nouvelle catégorie. Ces fameux documents qui sont si importants que ne faudrait surtout pas que quelqu'un puisse les lire, qui va les classifier? Quelles sont les autorités qui vont décider que ce document ne doit pas être livré au public, pas aux journalistes et pas aux juges surtout? Bon, principalement, ce sont les ministres. Et puis différentes personnes sous leur autorité. Donc selon en fait le ministère concerné, les services qui dépendent de ce ministère vont être habilités à classifier les documents. La DGSE, c'est le ministère de la Défense. Donc des gens de la DGSE peuvent classifier des documents, d'ailleurs ils classifient tout, et le ministre, évidemment, peut classifier. La DGSI, c'est le ministère de l'Intérieur, donc c'est le ministre de l'Intérieur qui peut classifier, et puis par délégation, plein de gens au ministère de l'Intérieur et à la DGSI qui peuvent classifier. Quai d'Orsay, les ambassadeurs peuvent classifier. L'ambassadeur de France dans un autre pays, en Algérie par exemple, va mettre un coup de tampon à une information qu'il estime être importante avant qu'elle soit envoyée, par moyen crypté généralement d'ailleurs, au Quai d'Orsay. C'est vrai pour tous les ministères. Et donc, pas mal d'agents sont habilités à classifier des documents, c'est-à-dire à estimer qu'ils rentrent dans une catégorie confidentielle défense, secret défense ou très secret défense. Documents classifiés, nous venons de voir qui peut classifier les documents et qui peut prendre connaissance des documents classifiés. Évidemment, ceux qui les ont classifiés, il n'y a pas de problème. Mais plus globalement, on va en fait faire une concordance entre le degré de classification du document et le degré d'habilitation des agents qui sont autorisés à consulter ces documents. Autrement dit, si un document est classifié confidentiel défense, il faut que l'agent ait une habilitation confidentielle défense. S'il est classifié secret défense, il faut que l'agent qui veut voir le document ait une habilitation secret défense. Pareil, très secret défense. Pareil, habilitation très secret défense. Euh, dans les services qui traitent, qui sont obligés de voir ces documents classifiés. Donc on a différentes personnes, etc. On va prendre la préfecture de Paris, par exemple. Michael Harpon, désolé de prendre cet exemple-là, mais il était habilité secret défense parce qu'il devait, dans le cadre de son travail, voir des documents qui étaient classifiés secret défense. Si dans son travail, il n'avait vu que des documents confidentiels défense, il aurait été habilité que confidentiel défense. Mais ça ne suffit pas. Même si vous êtes habilité secret défense, vous ne pouvez pas voir tous les documents secret défense. C'est la notion de besoin d'en connaître. C'est-à-dire que vous ne pouvez voir et avoir accès qu'aux documents secret défense dont vous avez l'utilité par rapport à votre boulot. Donc c'est une double condition. Il faut être habilité au même niveau que le document, mais en plus, il faut avoir besoin de connaître de ces documents-là. C'est donc quelque chose qui est quand même très très restrictif. À partir de ce moment-là, pas mal d'agents ont accès à ces documents, même des juges. Et j'ai été habilité secret défense, moi. Mais pas en matière de terrorisme, je n'ai pas été habilité pour les dossiers de terrorisme, j'ai été habilité secret défense parce que j'instruisais aussi les dossiers de compromission
secret défense. Vous imaginez bien que tout ce système qui consiste à mettre des tampons confidentiel défense, secret défense, très secret défense sur les documents, va être protégé de façon dynamique par des infractions pénales. Il y a toujours une infraction pénale qui traîne. Et des infractions pénales relatives au secret défense, c'est ce qu'on appelle les infractions de compromission du secret défense. On a compromis le secret défense, on l'a compromis parce qu'on l'a divulgué d'une manière ou d'une autre. On a donné accès à des gens qui n'étaient pas habilités. Ou même par imprudence, on a laissé traîner une sacoche avec des documents secret défense que quelqu'un a pu trouver. Et donc, il y a beaucoup d'infractions de compromission secret défense. Comme j'ai dit, ça peut être un fonctionnaire qui rentre chez lui et puis qui a ses documents et qui les oublie dans le métro, qui ne les met pas au coffre chez lui alors que c'est obligatoire. Bon, ça, c'est des infractions non intentionnelles, mais des infractions pénales. Et puis, il y a plus grave, il y a ceux qui vraiment veulent divulguer intentionnellement des informations protégées par le secret de la défense nationale. Donc, les compromissions les plus lourdement sanctionnées, 7 ans de prison. Le problème, c'est que ce sont des infractions qui sont très très difficiles à juger. Et c'est le pôle antiterroriste à Paris qui traite aussi ces dossiers de compromission secret défense. C'est pour ça que j'ai eu à en connaître, moi, de ces dossiers-là, et à aller défendre à l'audience ces infractions-là. Et comme juge d'instruction antiterroriste, j'ai eu aussi à instruire des dossiers de compromission secret défense. Or, c'est très 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 compliqué. Pourquoi ? Beaucoup d'infractions de compromission secret défense ont été reprochées à des journalistes. Je me souviens d'une affaire du Monde qui avait mis plusieurs documents classifiés en première page du journal Le Monde, en disant bah, « Désolé, le droit à l'information, là, dans ce cas de figure, est plus important que votre secret défense ». Parfois, c'est quand même moins évident, c'est plus sur des sites internet, etc. Mais donc, il faut juger ces personnes-là. Or, c'est tout le problème, c'est que le tribunal devant lequel on va renvoyer les gens pour être jugés, le tribunal correctionnel, lui n'aura pas accès aux documents qui sont classifiés. Donc on va lui demander de dire il a compromis le secret défense sans pouvoir apprécier finalement si il y avait vraiment dans ce document des informations qui pouvaient porter atteinte à la défense nationale. Donc le juge est un peu avec un bandeau sur les yeux, on me dirait la justice est aveugle donc ça tombe bien, mais c'est très très inconfortable par rapport au droit de la défense tout simplement, juger quelqu'un sans avoir les documents. Parfois, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire quelqu'un est accusé de quelque chose et on va venir dire « Ah ben, je ne peux pas vous donner les informations, c'est classifié, les informations qui l'accusent. » Procès Dreyfus. Ça ne date pas d'hier, hein, le problème. Dreyfus, des officiers supérieurs sont venus dire il est coupable, mais on ne peut pas vous donner les documents qui le prouvent, ils sont classifiés secret défense. Vous voyez le genre. Donc ça, c'est quelque chose qui montre à quel point il y a un antagonisme total entre le secret défense et le fonctionnement de la justice, qui doit être au contraire clair, limpide, avec des documents soumis au principe du contradictoire, toutes les parties pouvant juger de la validité de ces documents. Les juges sont d'autant plus dans la difficulté qu'ils ont un autre principe dans la loi qui les oblige au contraire à vérifier la légalité d'un acte administratif quand il est le fondement des poursuites. Par exemple, quelqu'un conduit sans permis, il n'a plus de points, l'avocat peut soulever le fait que le retrait des points était illégal. Si le juge constate que le retrait des points est illégal, ben il va dire il n'a pas conduit sans permis, parce qu'en fait la décision administrative qui fait qu'il n'avait plus de points, elle est illégale, elle disparaît. Et ben, le problème dans le secret défense, c'est qu'il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas juger de la légalité de la classification du document. Donc il se retrouve dans une situation qui est complètement ubuesque et qui est complètement incompatible avec ses fonctions normales de juge dans un tribunal correctionnel. Évidemment, il existe une procédure pour déclassifier ces fameux documents, c'est-à-dire enlever le tampon rouge sur les documents en question. Ça peut être, quand je dis documents, c'est pour simplifier, comme je l'ai dit au début en introduction, ça peut être des objets. Alors comment ça se passe en France ? Il n'y a que les juridictions qui peuvent demander la déclassification d'un document, que des juges, en faisant une requête au ministre concerné. Comme j'ai expliqué, le ministre a des services, hein, ça peut être le Premier ministre aussi, mais à part le Premier ministre, c'est les autres ministères. Bon, par exemple, je veux un document de la DGSI qui est classifié, il faut que je demande au ministre de l'Intérieur. Je veux un document de la DGSE qui est classifié, je demande au ministre de la Défense. Personnellement, je suis sans doute le juge en France qui a fait le plus de demandes de déclassification. Dans les dossiers comme Karachi, le Rwanda, les moines de Tibérine, les journalistes de RFI tués au Mali, j'en ai fait des paquets. Donc c'est une requête. Je demande au ministre, parce que c'est utile à mon instruction en cours, mon enquête, de me déclassifier des documents.
Ma demande, elle va d'abord aller devant une commission consultative du secret de la défense nationale. C'est une commission qui va donner un avis, un simple avis. Le ministre n'est pas censé, n'est pas obligé de le suivre, hein. Cette commission, il y a un membre de la Cour de cassation, un membre du Conseil d'État, un membre de la Cour des comptes, un député et un sénateur. Donc, le pouvoir judiciaire, j'allais dire, il n'y a qu'un seul membre de la Cour de cassation, tout le reste c'est administratif ou politique. Et c'est le ministre qui a le dernier mot de toute façon, quoi que dise la commission. La classification, en plus, elle peut être partielle ou totale. C'est-à-dire que je demande un document et on va éventuellement me déclassifier les 3 premières lignes. Vous voyez, ou alors le document, il va être caviardé. Il y a plein de passages qui sont complètement illisibles, qui vont être caviardés. Donc c'est une partie ou pas. J'ai reçu des documents parfois où c'était complètement incompréhensible, tellement c'était caviardé. Ça n'avait aucun sens et c'était même pas une déclassification. Il y a eu aussi en 2009 une tentative de faire ce qu'on appelle des sanctuaires secret défense. Une loi de juillet 2009, on était justement en pleine confrontation entre le judiciaire et le politique, hein. Il y avait eu une perquisition à l'Élysée, c'est pour vous dire, et donc c'était comment c'est quoi ces juges qui se permettent de rentrer dans les lieux où ils n'ont pas à mettre les pieds, même en s'essuyant les chaussures avant d'entrer. La loi de 2009 prévoyait l'interdiction pour un juge de perquisitionner dans différents lieux sans avoir eu l'autorisation du ministre concerné. C'est-à-dire que, je vais aller perquisitionner à la DGSI ou DGSE, il faut que je demande au ministre concerné l'autorisation. Alors déjà, une perquisition, normalement, on le fait, c'est effet de surprise, hein, on ne prévient pas quand on y va. Mais là, il faut demander l'autorisation. Et si on nous dit non, on ne peut pas. Donc ça voulait dire grosso modo un coffre-fort, un endroit où on pouvait mettre tout ce qu'on voulait, qui serait inaccessible à la justice. Et dans l'affaire Karachi, il y a eu ce qu'on appelle une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, qui a été posée par Maître Maurice, un des avocats des victimes de Karachi, donc c'est une affaire que j'instruisais. Et cette affaire est passée au Conseil, donc, qui soulevait l'inconstitutionnalité de cette loi. Et le Conseil constitutionnel dit oui, c'est inconstitutionnel. C'est impossible, dans un régime de séparation des pouvoirs, de faire un lieu où jamais la justice ne pourra aller. C'est-à-dire que le ministre qui a classifié pourrait mettre le document classifié par ses soins dans un endroit où le juge ne pourrait pas aller le chercher. Donc ça devenait un peu trop, et heureusement, ça a été balayé. Mais en dehors même de ça, le problème de la demande de déclassification, c'est qu'il faut d'abord savoir ce qu'on cherche. Alors évidemment, on sait bien que quand il y a eu un attentat quelque part, quand quelqu'un qui était classé, qui était fiché S et donc était sous surveillance, il y a fatalement eu des documents par les services de renseignement le concernant. Donc on sait qu'ils existent, mais on ne sait pas combien existent. On ne sait pas combien il y a eu de rapports. Donc on demande une déclassification des documents classifiés touchant à tel individu ou à tel sujet, à tel attentat, et en fait on nous donne ce qu'on veut bien nous donner. On ne peut pas vérifier finalement si on a eu tout, ou une partie seulement. Et en plus, je me suis rendu compte que la plupart du temps, on nous donnait des documents qui étaient des documents de synthèse faits à Paris, et pas les documents originaux qui étaient détenus par les services là-bas. Parce qu'il faut bien comprendre, par exemple dans une ambassade, je sais pas, française en Algérie, les agents là-bas de DGSE vont envoyer des documents qu'ils ont classifiés. Une fois que c'est arrivé à Paris, il va y avoir des PV de synthèse qui vont être faits de ces documents-là pour le ministre. Et généralement, on nous donnait ces PV de synthèse, non pas les documents originaux. Or, les documents originaux sont essentiels pour un juge. Pourquoi? Parce qu'un agent de renseignement, un fonctionnaire qui recueille des renseignements sur le terrain, il met toujours une appréciation, c'est une appréciation codée, sur la validité du renseignement. Autrement dit, quelqu'un lui dit, donne telle information, lui-même va estimer que ça vaut rien, cette information, ou qu'elle est très importante, ou qu'elle est vérifiée, qu'elle est très fiable. Et si on n'a pas cette codification, on abrute une information dont on ne sait pas l'origine évidemment, de quelle façon elle a été recueillie par ces deux renseignements, mais on ne sait même pas la fiabilité que lui a attribué le service de renseignement. Donc les PV de synthèse sont vraiment quelque chose qui ne sont pas du tout aussi fiables, aussi intéressants pour un juge que le premier rapport qui a été fait par l'agent sur le terrain qui a recueilli l'information. Si vous avez bien suivi, ça veut dire qu'en France, seul le ministre qui a classifié un document peut le déclassifier. C'est assez extraordinaire, parce que s'il l'a classifié à tort, il n'a pas forcément envie qu'on le sache.
On a suspecté, par exemple, dans les affaires des frégates de Taïwan, voilà, des contrats de rétrocommission, dans Karachi aussi. Et donc, on va demander à celui qui a classifié le document de le déclassifier. Bon, alors évidemment, on peut jouer sur l'alternance politique, c'est-à-dire que c'est plus le même ministre, c'est la droite est passée, la gauche, etc. Donc, on va avoir une petite chance de ce point de vue-là, quoique le personnel politique se serre relativement bien les coudes dans ce genre de choses. Comment ça se passe à l'étranger? Parce que nous, le système est assez obéré, j'allais dire. Bah, à l'étranger, c'est assez intéressant parce que quand la loi de 98, la loi dont je vous parle en France, a été votée, le Sénat avait fait une recherche de droit comparé que j'ai lu évidemment, qui est très intéressante. Et puis j'ai un peu creusé évidemment, puisque dans ma profession, dans mon boulot, dans mes dossiers, j'ai eu besoin aussi de creuser ce problème. Et je me suis rendu compte qu'on était très en retard. Prenons d'abord la Grande-Bretagne, les Anglais. Ils ont la notion d'intérêt public. C'est-à-dire qu'un ministre, oui, peut signer ce qu'ils appellent, eux, un certificat d'immunité au nom de l'intérêt public. C'est la même chose, c'est le secret défense. D'immunité au nom de l'intérêt public. Quand le secret défense est invoqué lors d'un procès, contrairement à chez nous, c'est le juge du fond lui-même qui va arbitrer entre les deux types d'intérêt public, la raison d'État et la justice. Autrement dit, le juge, une partie, par exemple, l'avocat de la défense vient dire au juge nous voudrions la production de tel document par le ministère. Le ministère dit non, certificat d'immunité. C'est le juge lui-même qui va dire ben, désolé, mais votre raison d'État elle est très faible, là, l'intérêt fondamentaux de la nation c'est faible, l'intérêt de la justice prédomine là, donc je le rends public et je m'en sers dans le procès. Donc, quelque chose quand même qui a de la gueule. Par rapport à ce qui se passe chez nous, où nous on n'a pas le dernier mot, c'est le ministre qui a classifié qui a le dernier mot. La justice donc va l'emporter en Grande-Bretagne, sauf ce qu'ils appellent le tort substantiel. C'est une notion qui a été développée par la jurisprudence là-bas pour l'affaire Matrix Churchill, c'était des ventes illégales d'armes à l'Irak en 90. Et à cette époque-là, le juge avait estimé que non, il n'y avait pas un réel tort à la défense nationale de montrer que, contrairement à l'embargo qui avait été préconisé, des gens se permettaient de vendre des armes à l'Irak. Jusqu'en 68 en Grande-Bretagne, comme chez nous, seul le ministre pouvait déclassifier. C'est à partir de 68 que la Chambre des Lords, la plus haute juridiction, a dit non, c'est le juge qui décide. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la situation, nous, en France, de la Grande-Bretagne en 68. Vous voyez le gap? Les USA, maintenant. L'administration peut bloquer certains procès. Ils utilisent ce qu'on appelle le State Secrets Privilege, le privilège du secret d'État. Mais là aussi, c'est le juge qui décide. Dès que la sécurité nationale est invoquée, bon, c'est vrai qu'il y a un contrôle un peu minimum, le juge fait très attention au secret de la défense nationale, mais enfin, dans certains cas très connus, l'affaire du Watergate, où Nixon avait dit que les conversations entre lui et ses conseillers étaient classifiées secret défense, enfin, il avait invoqué le State Secrets Privilege, et ben, le juge a dit du tout, c'est juste pour vous protéger vous, et pas du tout la raison d'État, enfin c'est la raison d'État, c'est votre raison à vous, donc ça va être rendu public, et ça a été rendu public. Quelque chose qui n'arriverait jamais en France, on a vu avec François Mitterrand les écoutes de l'Élysée, des écoutes illégales, ça a été très 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 compliqué. Je voudrais citer quand même ce passage dans l'affaire du Watergate du juge, parce que je trouve que c'est admirable, j'aimerais que ça soit comme ça en France. Le privilège du secret ne peut pas être invoqué pour affranchir son titulaire de la subordination à la loi et du contrôle indispensable du respect de celle-ci par le juge. Franchement, ça a de la gueule. L'Espagne maintenant. À l'époque du GAL, le GAL c'était des groupes antiterroristes qui luttaient contre TA. En fait, on soupçonnait l'État espagnol d'envoyer des barbouzes pour aller tuer des membres de l'ETA. Du contre-terrorisme est très actif, hein. Pas du dronage parce qu'il n'y avait pas ces moyens techniques, mais on envoyait des gens assassiner, notamment en France, des membres de l'ETA. Et bien là, le tribunal suprême espagnol a dit là aussi que l'intérêt de rendre la justice était supérieur à la pseudo-raison d'État, je cite. Donc c'est le juge qui décide ce qui doit rester secret. L'Allemagne, c'est le juge du fond aussi, qui statue sur l'invocation du secret défense. L'Italie, c'est un peu comme chez nous. Par contre, c'est le président du Conseil qui est saisi par le juge qui décide. S'il refuse, il informe simplement le Parlement, mais c'est lui qui a le dernier mot. Donc l'Italie et la France, c'est le pouvoir exécutif qui décide finalement. Les autres pays dont j'ai cité, c'est un juge qui décide.
Alors moi, personnellement, ce que je préconise pour avoir semblant de démocratie, c'est pas vraiment que le juge qui mène l'enquête décide lui-même, parce que lui, il est aussi partie prenante. C'est son enquête, il a envie de trouver la vérité. J'étais juge d'instruction, je voulais à tout prix que dans les affaires comme les moines de Tibérine, Karachi, on me donne les documents. Mais je suis partie prenante. Donc, voilà, c'est pas à moi de dire si les intérêts fondamentaux de la nation par rapport à la justice, qui prédomine, etc., à la balance. Mais c'est pas au ministère non plus qu'à classifier, évidemment, qui est partie prenante. Pour des raisons de diplomatie, pour des raisons aussi, parce qu'ils peuvent vouloir cacher les turpitudes, hein, on l'a vu avec des contrats de rétrocommission, dans les contrats d'armement. Je pense simplement qu'il faudra un juge du secret, un juge au-dessus. C'est pas le juge qui fait l'enquête, c'est pas le ministère, et ben chacun donne ses arguments, et ce juge au-dessus peut décider la déclassification, pas comme la situation française actuelle où c'est celui qui a classifié qui peut déclassifier. Je suis désolé si vous avez trouvé cette vidéo un peu longue, mais le sujet d'abord est passionnant, il est riche, et j'ai fait le plus synthétique possible. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur, parce qu'en fait, j'aimerais simplement que la France adopte un système qui soit un peu plus respectueux de la justice, des victimes aussi, enfin, voilà, des intérêts que l'on a à mettre sur la table, la vérité, tout simplement.